Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h30. Mettons le cap tout d'abord sur la Riviera 3 dans la commune de Cocody. L'immeuble abritant le supermarché Orca Déco, des magasins et des habitations a été détruit lundi. Sa démolition découle de la volonté du gouvernement de libérer les points de passage de l'eau afin d'éviter de nouveaux drames en cette saison pluvieuse. On en sait plus avec Issa Yeo. Ce lundi, à Cocody, Carrefour Riviera 3, 9 kilos. Des machines ont détruit le bâtiment abritant un supermarché, des magasins et des habitations qui détournaient les eaux de pluie de leur trajectoire. Nous sommes dans un bassin d'orage. Le bassin de... Ce que vous voyez là, il y a eu du remblai. Et après le remblai, on a un bassin de retenue d'eau. Alors tout ce travail-là, c'est pour permettre à l'eau de pouvoir être retenue ici avant d'être évacuée, pour éviter qu'il y ait encore des dégâts que nous avons connus ici à Labra. Dame Kouadio habitait juste derrière ce bâtiment au moment des inondations. Elle et ses enfants ont eu la vie sauve grâce à un voisin. Aujourd'hui, à Benjerville, avec sa progéniture, elle salue la mesure du gouvernement. Le bâtiment est posé complètement sur un grand caniveau que j'ai vu de mes yeux depuis ma jeunesse. Vraiment, c'est un bon travail. Ce matin, je suis heureuse. Non, on est délivré. Moi, je suis d'accord pour cette destruction. Même satisfaction au niveau des populations vivant dans le secteur. L'eau connaît son passage, hein? Voilà. Depuis l'arrivée de ce bâtiment, ils ont réduit le ravin. Donc ils ont pris une partie pour agrandir l'espace pour pouvoir construire le bâtiment. Ils ont réduit le ravin à un petit caniveau. C'est ce qui crée tout le problème que vous voyez ici. Ça devait se faire plus tôt. Après la démolition du bâtiment, des travaux d'assainissement vont être réalisés afin de permettre aux eaux de ruissellement, après de fortes averses, d'atteindre ce caniveau pour évacuation. Venons-en au dossier de ce flash. Les zones industrielles occupent une place prépondérante dans le développement du tissu industriel en Côte d'Ivoire. Mais depuis plusieurs années, la pression démographique et foncière a favorisé la présence illégale d'habitations à proximité de ces zones. Que fait le gouvernement pour freiner ce phénomène? Notre reporter Cheikh Koné s'est rendu à la zone industrielle de Yopougon pour trouver des réponses. Suivez son constat dans ce numéro d'EcoPlus. Un incendie d'une rare intensité, une usine de peinture ravagée par les flammes. Pas de perte en vie humaine, mais plusieurs commerces et habitations à proximité partis en fumée. Ce drame est survenu en décembre 2017 dans une zone industrielle au sud du district d'Abidjan. Quelques mois avant, c'était une usine de fabrication de bitume. Les ménages, tous détruits. Une situation qui met au grand jour la question des habitations à proximité des zones industrielles. Yopougon, la commune abrite la plus grande zone industrielle du pays. Superficie 645 hectares. Mais 23% de cet espace est occupé par des habitations surtout précaires. Un phénomène qui prend de l'ampleur avec des populations riveraines qui côtoient en permanence le danger. Aristide, Yves et Jean-Jacques sont des leaders d'associations de jeunesse dans le quartier de Mikao à Yopougon. Un quartier d'environ 5000 âmes à proximité de la zone industrielle de Yopougon. Mais voilà maintenant plusieurs années que ces jeunes se battent pour éviter le pire. Les soirs, quand on dort, par moments, on a des odeurs suffocantes qui arrivent jusqu'à nous. Et même, on a l'impression que c'est dans ces usines-là que nous vivons. Non loin de là, dans le quartier d'Andokwa, c'est la situation inverse. Malgré le déclassement de ce site pour cause d'utilité publique, des unités industrielles continuent d'y exercer depuis une vingtaine d'années. Cette série nous cause assez de dégâts comme quoi les maisons qui ont été construites aujourd'hui sont fissurées. Le déchargement des billes de bois fait que les murs n'arrivent pas à tenir. Quand il pleut, c'est le comme on n'arrive pas à passer. La voie est complètement barrée. Cet opérateur n'a pas eu d'affectation officielle de l'État pour s'installer donc et travailler dans ces conditions. C'est une zone qui initialement était dédiée à une zone d'activité artisanale. Donc la plupart de tous ces autres opérateurs qui sont venus s'installer n'ont pas forcément respecté la procédure, si bien qu'ils ne sont même pas identifiés. Déchets industriels, odeurs nauséabondes, cadre de vie insalubre, tel est le quotidien des populations riveraines. S'il y avait peut-être des experts pour nous indiquer que
les maux dont les habitants souffrent étaient liés à tout ce qui est fait à côté, on serait plus rassuré, sinon plus renseigné sur l'origine des problèmes que nous avons au niveau de notre santé ici. Quand les populations se plaignent, on se rend sur les lieux et on regarde si effectivement la plainte est avérée. Au cas par cas, on analyse. On appelle l'opérateur, on le convoque ici. Deux fois même, on prend un arrêté d'interdiction ou bien d'arrêt des activités. Avec une vingtaine de zones industrielles réparties sur près de 4000 hectares, le secteur industriel ivoirien représente 22% du produit intérieur brut, 5200 entreprises et 800 000 emplois. Mais les réserves foncières à usage industriel bien identifiées sur les différents plans d'urbanisme n'ont pas été aménagées en raison de l'absence de leur viabilisation. Conséquence, la forte pression démographique, principalement à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays, a eu raison de ces espaces. Pour résoudre cette question, le gouvernement opte pour la création de nouvelles zones respectant les normes en la matière. À couper du PK24 est la matérialisation de cette nouvelle vision. Excentrer le plus possible les zones industrielles des lieux d'habitation. Située à une dizaine de kilomètres d'Abidjan, la zone d'Acoupé jeudi PK24 a bénéficié de près de 22 milliards de francs CFA pour l'aménagement de la première tranche de 50 hectares sur la superficie globale de 940 hectares. Malgré ces efforts du gouvernement, le taux d'implantation des entreprises est de loin les projections attendues. Sur la poignée d'entreprises en cours d'installation, les travaux avancent, mais des attentes demeurent. Il faut un petit peu accélérer la réalisation à la fin de ces travaux parce que certains industriels ont déjà démarré, donc il y a un décalage entre l'infrastructure et le démarrage des usines. Et donc ça ralentit un peu l'activité. Donc il faut finaliser assez rapidement certains travaux comme l'assainissement, comme l'amener de l'eau potable. Nous avons construit une station de traitement d'eau conforme aux directives du SIAPOL, etc. L'inquiétude, c'est de ne pas trop savoir où rejeter nos eaux polluées après les avoir traitées, sachant que le démarrage de l'activité est imminent. Des attentes que l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles AGEDI s'emploie à résoudre. Lorsque le gouvernement a identifié ce périmètre, les ministères qui ont des services donc, qui sont complémentaires de la mise en œuvre de cette zone ont entamé également différents projets afin de rendre donc la zone opérationnelle. Depuis sa création en 2013, l'AGEDI multiplie les stratégies pour doter la Côte d'Ivoire de zones industrielles modernes. La réhabilitation des zones existantes, comme celle de Yopougon qui a coûté 24 milliards de francs CFA, les études pour les zones de Vridi et Koumassi en cours, l'opération d'immatriculation et d'identification lancée en janvier dernier avec pour cible plus de 1000 unités industrielles sont la preuve d'un engagement. Un grand pas a été fait et la nouvelle zone qui est en construction, l'intérieur qui est en train également de connaître les différents projets, on peut dire que nous sommes lancés vraiment sur la bonne voie. Et il faut maintenir le cap et dans quelques années, on peut dire qu'on verra des zones modernes, des zones industrielles modernes qui vont rien envier à ce que nous découvrons également dans les pays émergents. Les zones industrielles sont un indicateur efficace en matière de création d'emplois et de stabilisation de la démographie en milieu urbain. Leur rôle dans le développement du tissu industriel n'est plus à démontrer. En la matière, l'exemple ivoirien fait cas d'école dans la sous-région. C'était donc EcoPlus signé Cheikh Kone. C'est parti pour la campagne de vaccination obligatoire des animaux. L'édition 2018 a été lancée par le ministre des Ressources animales et halieutiques ici à Abidjan. Plusieurs équipes de vaccination vont sillonner le pays dans les prochains jours dans l'optique de vacciner les cheptels en vue de prévenir des maladies telles que la grippe aviaire et la peste porcine. Grace Kondo. Depuis décembre 2016, aucun cas de grippe aviaire n'a été constaté en Côte d'Ivoire. Le dernier cas de peste porcine en Côte d'Ivoire a été enregistré et maîtrisé en septembre 2017 à Fekese-Dougou. L'enjeu aujourd'hui pour le ministère des Ressources animales et halieutiques est de prévenir, sinon d'éviter ces maladies animales aux conséquences dramatiques pour les éleveurs et au-delà pour l'économie ivoirienne. Mais cela passe par un meilleur suivi vétérinaire des animaux. Le ministère des Ressources animales et halieutiques vient donc de lancer la campagne de vaccination obligatoire contre les maladies animales. La campagne de vaccination obligatoire contre les maladies animales pour l'année 2018
est placée sous le slogan « Je participe au développement de mon pays en vaccinant mes animaux ». Chers éleveurs, je vous demande de présenter vos animaux et tous vos troupeaux aux agents vaccinateurs, car il y va non seulement de leur santé, mais aussi de celle des populations humaines et particulièrement de l'amélioration de vos revenus. Cette campagne de vaccination obligatoire concerne les bovins, les ovins, les caprins, les petits ruminants et les volailles. Pour la réussite de l'opération, les vétérinaires et agents vaccinateurs ont reçu du matériel roulant et des kits de vaccination. Un mot d'éducation, l'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire se structure de plus en plus et plusieurs avancées telles que l'uniformisation des programmes scolaires et la reconnaissance par le ministère de l'Éducation nationale ont été depuis observées. Ces informations ont été données au cours de la célébration des 50 ans de l'école confessionnelle islamique El Falah de Bondoukou. Patricia Omouetia. Cela fait 50 années que l'école confessionnelle islamique El Falah de Bondoukou forme les enfants depuis la maternelle jusqu'au secondaire. Pour cette année scolaire 2017-2018, l'établissement a enregistré 904 élèves. Ces élèves et leurs encadreurs ont voulu marquer le cinquantenaire de leur école, mais aussi les avancées de l'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire. L'unification du programme enseigné dans toutes les écoles islamiques. Et ça a été fait. L'unification des examens de fin d'année, ça a été fait. Cette année, nous avons présenté 7728 candidats aux examens de fin d'année. Et notre grande bataille même, c'était la reconnaissance de ces écoles islamiques par le ministère de l'Éducation. Et en 2011, nos écoles islamiques ont commencé à être reconnues par le ministère de l'Éducation. Nous disons merci à Allah, mais merci à Monsieur le Président de la République, en passant par notre sœur Kandia Kamara. Ces festivités de l'école confessionnelle islamique El Falah ont été parrainées par Diaby Lanciné, directeur général du Fonds d'entretien routier, représenté à la cérémonie. Les différentes contributions ont permis à El Falah de mener des actions humanitaires au profit des nouvelles mamans du CHR de Bondoukou, ainsi que des détenus de la prison civile du Gontougo. Avant de poursuivre, sachez que l'Afrique du Sud célèbre ce mercredi le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Les festivités se déroulent à Mvezo, un petit village situé dans l'est de la province du Cap-Oriental. En prélude à cette célébration, l'ancien président américain Barack Obama a salué hier devant 15 000 personnes réunies au stade de Johannesburg la mémoire de Nelson Mandela et sa lutte contre l'apartheid. À l'étranger, le régime de Bachar al-Assad poursuit sa reconquête du sud de la Syrie. Grâce à un accord dit de réconciliation avec les rebelles, la province de Deraa est presque entièrement repassée sous l'autorité de Damas. Mais les dernières poches qui n'ont pas encore déposé les armes sont bombardées par les aviations russes et syriennes. Hier, une frappe a tué 15 civils. L'organisation des missionnaires de la charité fondée par Mère Teresa en Inde est sous le coup d'une enquête pour commerce de nourrissons. Cela est arrivé après qu'un couple a révélé il y a 10 jours avoir dû payer pour adopter un des nouveau-nés pris en charge par l'association. Le gouvernement indien a réagi en demandant que tous les centres de l'organisation soient inspectés. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.